Moi, je suis contente d'être en décalage parce que j'aimerais tellement pas aller tous les matins au bureau. C'était juste ça pour moi, sortir de la norme. C'était pitié ne pas retourner au bureau, quoi. C'est même pas avoir un patron ou quoi, parce que j'étais en plus dans des boîtes sympas où j'étais contente de participer au projet avec des gens sympas, tu vois. Bienvenue dans De Vraies Vies, le podcast qui vous embarque pour des aventures inspirantes de femmes qui ont osé changer de vie grâce au voyage. Je suis Anastasia, votre guide curieuse et passionnée de voyage. Du développement personnel aux solutions audacieuses pour donner du sens à nos vies, embarquez pour des récits captivants qui donneront des ailes à vos rêves. Prête pour l'exploration ? Allez, on embarque. Si je vous dis 4 quarts d'heure, vlog, courrier du cœur, mademoiselle, ça vous dit quelque chose ? Et surtout si je vous dis stand-up, voyage, créativité, tabou et sujet de société. Bon, les fans n'auront peut-être reconnu Camille Laurent, mon invitée du jour, que je suis ravie de recevoir pour ce nouvel épisode de De Vraies Vies. Camille est journaliste, comédienne, youtubeuse et podcasteuse. Et dans cet épisode, elle nous emmène dans son voyage vers l'indépendance et la découverte d'elle-même à travers le voyage. On va discuter de l'importance de prendre le temps de se connaître, de trouver sa voie, et puis d'oser suivre ses rêves aussi tant qu'on y est. On va parler aussi de son expérience en tant que rédactrice sexo et en tant que stand-upeuse, et comment ces expériences l'ont aidée à se construire en tant que personne. Pour cet épisode, je me suis rendue chez Camille, dans son appartement parisien, au 6e étage, sans ascenseur, c'est important de le préciser, pour une conversation intime et décomplexée. J'ai très hâte d'avoir vos retours, et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, je me dirige vers chez Camille. Je suis à quelques mètres, je suis évidemment en retard, et je vais, enregistrer notre ouverture de porte, ce que je n'ai jamais fait. On va voir ce que ça donne. Allez, je regarde où est-ce que je vais. Hello, c'est Anastasia. Merci. Oh non. Donc apparemment, il y a plein d'étages. J'arrive. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Oui. Merci. Test de micro. Allô, bonjour, c'est Camille, ça va ou quoi ? Voilà. Ok, parfait. T'es prête ? Oui, C'est parti. c'est parti. Aujourd'hui, nous avons une invitée exceptionnelle. Oh. Oh là là. Camille Laurent. Je sais pas comment on dit, Laurent. Moi non plus, je sais pas. On va dire c'est italien. Ou C'est italien. Laurente. Ok. Donc, bonjour Camille. Bonjour. Donc tu es journaliste, comédienne, youtubeuse, podcasteuse au talent humoristique, fille des internets finalement. C'est vrai. Mais aussi, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui, baroudeuse ou voyageuse, je ne sais pas trop. Voilà, les deux vont. Alors Camille, moi je t'ai redécouvert dans un podcast qui s'appelle Pardon GPT, puisque le titre m'a attirée, sans aucun doute, où tu parlais de ton voyage au Maroc. Et donc là, j'ai foncé voir tes vlogs parce que je t'avais connue à l'époque de Mademoiselle, jadis. Et en fait, j'ai adoré ces vlogs, pas parce que c'était des vlogs super cool sur « Ah, regardez, c'est trop bien, regardez cette tour, elle est magnifique », mais parce que tu parlais d'émotions, et que tu parlais de plein de trucs, tu as raconté des histoires, et bien sûr, ça parlait de choses un peu philosophiques, et enfin, je disais philosophique, je sais pas trop si c'est ça le terme, mais des choses de la vie, quoi. Et c'est ça que j'aime bien, et c'est ça que j'aime dans ce podcast aussi, donc on va parler de ça aussi. C'est pour ça que je te le disais, j'ai eu beaucoup de mal à préparer l'interview, parce qu'il y a plein de sujets. Mais on va essayer de faire le tour. Voilà. Allons-y. Pour commencer, une question un peu facile. Est-ce que tu as un objet qui symbolise pour toi le voyage ? Un objet ouais. qui serait là dans l'appartement ? Qui serait là pour nous montrer ? C'est pas très podcastique, ouais. Mais j'ai ce petit bus, tu vois, Volkswagen. Un buste ? Oui, le bus. Ouais, Rouge et blanc, là. Qu'est-ce qui symbolise pour toi ? Bus J'aimerais trop avoir un bus pour voyager et se coucher derrière.
Est-ce que c'est pas un peu le rêve de tout le monde? Ça, c'est vraiment la liberté ultime. En plus de voyager, t'as ton propre véhicule et c'est ta maison. Ça, c'est stylé. T'as quand même ton confort, quoi. J'adore toutes les caravanes, les Airstream, tous ces trucs-là. Je comprends. Les camping-cars. Tu penses que t'en auras un jour? J'aimerais trop. Peut-être un jour. Petit retour en arrière. Donc, t'es originaire d'Ardèche, parisienne d'adoption. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance en province? Et surtout, c'était quoi ton rapport au voyage quand t'étais petite? Quand j'étais petite, on voyageait pas énormément avec ma famille. On partait à la mer tous les ans sur la Côte d'Azur au même endroit, tu vois. Donc c'était pas très aventureux, quoi. C'était des endroits très connus et tout. Quand j'ai eu à peu près 14-15 ans, mes parents se sont dit bon, on en a marre d'aller depuis 15 ans au même endroit. Et là, on a commencé un peu à voyager en famille, mais toujours dans des, tu vois, genre des clubs, des trucs assez clean, pas le sac à dos et pas très Club loin Med. non plus, tu vois. Ouais, Club Med Maroc, pour te résumer. Toujours Maroc ou ça a changé quand même? On a été je crois que, je sais plus si on a été au Maroc en vérité. En Tunisie, ça c'est sûr. En Croatie. Donc on a fait quand même quelques voyages, mais mes parents eux-mêmes sont pas des grands voyageurs et nous ont pas emmenés en sac à dos, quoi, sur les routes, quoi. Moi, j'ai voyagé assez tard, en fait. Je pense d'avoir grandi à la campagne. Enfin, je sais pas en même temps, parce que d'avoir grandi à la campagne plus ma personnalité, quoi, ça m'a donné beaucoup envie de bouger, je pense, d'être dans un endroit où il y avait un peu rien à faire et pas trop d'aventure, tu vois. Ça m'a toujours fait rêver de Paris, d'habiter à Paris. J'avais l'impression que c'était le top, tu vois, dans ma tête. C'était City Girl en mode... ouais, ça faisait rêver par rapport à l'Ardèche, quoi, où il se passait moins de trucs. Même si c'est très beau. Mais c'est très beau, ça, y a rien à dire. Et j'aime beaucoup y retourner. Et j'ai commencé à voyager assez tard, ouais, vers 25 ans. Ouais. Et pourquoi t'as commencé à voyager? J'ai commencé à voyager parce que j'avais eu mon premier travail à Paris et que j'avais pas du tout aimé aller au bureau et derrière un ordinateur et tout. Et que ça faisait longtemps que je collectionnais des images de caravanes et de bus. Tu regardais les comptes Instagram? Ça me faisait un peu rêver. Ouais, les Pinterest et tout. À la grande époque des blogs, je suivais vachement de trucs comme ça. Donc j'avais envie de partir de Paris. Et comme je voyais pas quoi faire d'autre que mon travail de journaliste, je m'étais dit que j'allais voyager. Et j'avais un mec à l'époque et on a fait un tour de France pendant 1 an. Ah, trop cool. Ouais. Mais ok, et vous l'aviez préparé en amont ou ça s'est décidé un peu du jour au lendemain? Non, on l'a un peu préparé. On était hébergés par des gens sur notre route. On avait fait un groupe Facebook et il y a eu des gens qui nous ont hébergés partout en France. En gros, c'était un projet autour de l'alimentation végane. Ok. Et donc, on allait dormir chez des gens qui mangeaient comme ça. Et je vloguais, ouais, déjà à l'époque. Ah, stylé. Pas d'une très belle manière, parce que c'était vraiment mes premières vidéos. Mais ouais, on a fait ça pendant 1 an en stop. Et après, on a acheté une Twingo. Et c'était super. On c'est allait, le début du van. Pas partout, mais dans beaucoup d'endroits en France. Avec donc cette dimension, ouais, de porter un projet. C'est pas... Ouais, c'était un peu le prétexte. Ouais. C'était un peu pour rassurer nos parents, en vérité. Sinon, on serait juste partis à l'arrache, quoi. Et ça t'a donné quoi comme leçon de vie, ce premier voyage? Je pense que ça m'a vraiment appris à voyager déjà, parce que je l'avais jamais trop fait, tu vois. Et maintenant, je me vante assez de pouvoir faire un sac très rapidement et de pouvoir, bouger vite d'un endroit à un autre, quoi. C'est des compétences que t'acquiers sur la route. Même si j'oublie encore ma brosse à dents à chaque fois, ou tu vois, pas parfaite, mais ça m'a beaucoup formée sur le voyage. Ça m'a appris à m'adapter. On allait chez des gens toujours très différents. Ça m'a appris que c'était épuisant aussi de rencontrer des gens. Ça te fait mesurer que c'est beaucoup d'énergie aussi. Ouais, de toujours changer d'endroit. Ouais. Rien que l'endroit et après rencontrer des nouvelles personnes. Et pas avoir de maison aussi, c'est fatigant. On était contents au bout d'1 an de trouver une maison à nous, quoi. Je comprends. Ouais. Et ça, c'est ton premier voyage du coup avec ton ex. C'est quoi ton premier voyage seul? En fait, j'étais déjà partie à l'étranger, j'ai menti. Ah. Parce que j'ai fait 2 stages assez longs à l'étranger, de 3 mois chacun. Et je suis partie seule, mais dans les 2 cas, je suis jamais restée seule très longtemps parce que j'ai habité en coloc avec des Français. Je suis partie 3 mois au Cambodge, à Phnom Penh, et 3 mois au Liban. C'était à la fin de mes études à Beyrouth. Et c'était pour avec le journalisme, c'est ça? C'était ouais. Avec ton école de journalisme? À chaque fois, j'étais dans des médias francophones. Ok. Mais oui, si, c'était du voyage. Mais si tu veux, j'ai habité 3 mois dans la ville, donc c'était aussi vivre la vie locale, quoi. Et le week-end, bouger un petit peu. Mais comme je travaillais la semaine, j'avais pas trop l'occasion de vraiment faire des road trips, quoi.
Mais c'était quand même des grandes découvertes quoi, de ces pays complètement différents de chez nous. Même si C'était ma première fois en Asie, tu vois. Ouais, j'avoue. Au Cambodge. T'as fait j'oublie toujours le nom de ce truc. Les temples d'Angkor. Ouais, trop beau. Magnifique. Meilleur. T'as été? Ouais. T'as l'impression d'être Indiana Jones, là. T'as 1 milliard de temples où il n'y a personne. T'es là. Trop cool. Ok. Le voyage, c'est souvent. J'ai des phrases quand même. Le voyage est souvent synonyme de liberté, de découverte. Oui. Mais ça peut faire peur, attention. Et pour toi, j'ai cru comprendre que t'avais limite, je sais pas si on peut dire peur, mais t'avais moins peur de partir avec des inconnus que seul. Et notamment avec ce récent vlog que t'as fait où t'es parti au Maroc et en fait t'as changé ton itinéraire pour suivre 2 mecs que tu connaissais pas. Ouais. Comment ça se fait? Je pense que le fait qu'ils étaient youtubeurs, ça nous a quand même créé un lien, tu vois, et un truc de... Je sais pas, enfin, ouais, ça a mis de la confiance entre nous, quoi. Ouais. Où t'as pu voir leurs vidéos, t'étais là en mode, ok, c'est des vrais gens. Oui, ouais, il y a un peu ça. Ouais. Et puis, du coup, c'est des gens qui comprennent ce que moi je fais, et c'était hyper intéressant de les voir travailler aussi. Et ils m'ont donné plein de conseils, on s'est donné plein de conseils. Et donc, je les ai suivis. Parce que c'est l'aventure. Finalement. Et être toute seule, ouais, je trouve que ça fait plus peur. Mais t'étais partie seule à la base? À la base, j'étais partie pour 7 jours de vacances toute seule. Et ça, déjà, ça me faisait grave peur. C'était ton premier vraies vacances toute seule, ouais. Vacances seules, à l'étranger, ouais. Et pourquoi t'as voulu faire ce voyage seule, pour de base? Pour me recentrer, pour me reconnecter à moi-même. Je sais pas si ça a trop marché. Mais c'était moins terrifiant que ce que je pensais, en tout cas très très agréable en vérité. Mais c'est vrai qu'en partant... T'as plus d'appréhension avant de partir que... Une fois sur place, ouais, j'étais bien. Qu'est-ce que tu retiens de... Comment dire? Le fait d'avoir osé changer ton plan de base pour suivre ces 2 gars que tu connaissais pas, ça t'a apporté quoi? Ah bah plein d'aventures. Eux en plus ils parlaient arabe, donc ils sont égyptiens. Ouais. Alors ils parlaient l'égyptien, mais ils se comprenaient avec les Marocains et donc c'est toujours bien pratique d'avoir quelqu'un qui parle la langue sous la main. Et puis ils avaient un peu étudié leurs itinéraires et tout, donc moi je me suis vraiment laissée porter et je trouvais ça trop cool qu'ils m'incluent dans une partie de leur itinéraire, quoi. Et j'allais dire parce que dans le vlog on voit que t'es vachement attaché à eux hyper rapidement. Oui. Je suis trop un petit cœur sensible. Et c'est marrant parce que... Mais ça fait souvent ça, les gens qui voyagent, où tu connais pas les gens il y a 2 jours et en fait, t'as l'impression que tu peux plus vivre sans eux, limite. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais... Pourquoi? Comment ça se fait? Je sais pas, c'était... Je pense que tout le monde le vit un peu différemment, mais c'est sûr qu'il y a ce truc d'intensité en voyage et que les gens avec qui tu restes, ou tu choisis de passer un peu de temps en voyage, c'est aussi des gens avec qui t'as bien connecté, a priori. J'ai l'impression qu'il se passe quand même toujours ce truc en voyage de... Je sais pas si tu tombes toujours sur les bonnes personnes, mais... Je sais pas. T'es plus guidé par le hasard, j'imagine, et comme on sait que le hasard fait bien les choses. L'univers. Ouais, c'était Universe. Donc ouais, moi je me suis attachée vite. Eux, ils étaient un peu plus en mode... ils avaient plus l'habitude que moi aussi, je pense, de rencontrer, se séparer, rencontrer, se séparer. Moi j'étais là, mais vous comprenez pas, c'est le destin, on est des frères en fait maintenant. Et c'est là, bon bah on se revoit un jour, ciao. Ouais, t'es la numéro 46. Mais ça va, je m'en suis remise. Ah ok, ça fait 2 mois là. Oui. Voilà, faut laisser le temps faire son affaire. Ça prend du temps. On va revenir alors 2022. Oui. Donc il y a 1 an finalement. T'es parti au Brésil. T'es parti 3 mois. Mais alors, t'étais déjà parti avant, mais t'as dû revenir. Ça j'ai pas tout compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis partie pendant la première fois que je suis partie au Brésil, c'était à la fin, enfin au milieu du Covid, je pense, quand on était déconfinés, mais il y avait des couvre-feux. Et tu t'es dit, go, c'est maintenant, quoi. C'est mon amie Extra Lucie qui était déjà allée un petit peu avant et qui m'a dit, moi j'en peux plus de cette situation en France, viens on s'échappe et tout. Moi je voulais aller en Guadeloupe. Et elle m'a dit non, viens, on va faire la vraie aventure dans un pays dont on parle pas la langue et tout. Et ok, mon ami Extra Lucie est Sagittaire, ascendant Sagittaire. Si ça peut vous donner du contexte. Et j'ai dit bah ok, allons au Brésil. Et on partait pour 1 mois. Et puis en fait, on était très bien à Rio de Janeiro.
En France, les bars ne rouvraient pas, tu vois, on voyait l'ambiance horrible à travers les réseaux et tout. Donc on est resté pour finir 5 mois. Ah ouais. Ouais, on a appris le portugais et tout. Et on a vécu principalement à Rio, donc pareil en mode vie locale, quoi. Mais c'était le Covid aussi là-bas. C'était le Covid aussi là-bas. Bon, on sait comment ça s'est passé au Brésil avec un président négationniste qui pensait tout simplement que le Covid n'existait pas, qui prenait pas de mesures publiques ou très peu. En fait, on a pu aussi rentrer au Brésil parce que c'était un des seuls pays où ils demandaient juste un test. Et puis, je sais plus, quelques autres papiers, tu vois, mais c'était relativement simple d'y entrer. Et il y avait le Mexique aussi qui était un peu pareil à cette époque. Okay. Et puis ça a été facile d'y rester, de faire prolonger le visa grâce au Covid en disant regardez, on est coincé. On avait des avions qui étaient vraiment annulés et tout, donc tu justifiais ça, tac, on te prolongeait ton visa. Et puis on faisait quand même attention, tu vois, on était relativement confinés. Mais à Rio, tu peux vite être dans la nature, donc on sortait beaucoup faire des trucs de plein air où ça craignait pas, tu vois, pour le virus. Et puis, tu vas beaucoup à la plage aussi. Ça, c'est relativement safe, non, mais en termes de transmission, tu vois, ça t'aide à avoir quand même une belle vie. Non, mais c'est vrai qu'en France, pardon, parenthèse pour ça, mais ils avaient interdit l'accès aux plages, ce qui est complètement... À Rio, parfois, ils fermaient les plages 2 jours et puis ils réautorisaient. Ouais. Moi, les 2 fois où j'ai attrapé le Covid, c'était à Paris, personnellement. Mais... Classique. Et quand t'es parti, t'avais pas justement cette... Parce que c'était quand même très... il faisait très peur autour du Covid, on savait pas trop. Tu t'es pas dit, oulala, dans quoi je vais m'embarquer là-bas? En allant là-bas? Ouais. Non, j'avais pas très peur. Très bien. Il y a que moi qui suis une flippette alors. Non, mais après, tu vois, on mettait bien nos masques, on se lavait bien les mains, on respectait toutes les mesures. On sortait pas dans des trucs comme des boîtes de nuit ou quoi. Ouais. Vous êtes resté à Rio même ou vous avez pu bouger un peu? J'ai bougé un peu à un moment toute seule d'ailleurs, à Arraial do Cabo par exemple, qui est une petite station balnéaire pas très loin de Rio. C'est très très beau, il y a des eaux turquoises et tout, c'est la Caraïbe du Brésil. Et on est allé aussi avec Lucie dans le désert des Lençóis, qui est au nord du Brésil. C'est un désert où il y a de l'eau entre les dunes. L'eau remonte du sol, l'eau de pluie. Et donc, tu as des lagons d'eau douce entre les dunes. C'est vraiment trop beau. Il y a un vlog pour ça, si vous le cherchez sur YouTube, qui s'appelle, je crois, Elle prend du LSD dans le désert. Pour ne pas dire ce qui s'est passé. Ouais. Ok, et donc donc vous êtes resté 5 mois. Au bout de 5 mois, tu dois quand même revenir. Oui, on est rentré, le cœur brisé, mais on avait envie de rentrer aussi, de retrouver la France, de passer l'été en France. Parce que tu avais des projets aussi ou... Et puis oui, j'avais une vie à retrouver, quoi. Finalement. Ouais. C'est-à-dire que pendant le Covid, je pouvais pas tellement faire de stand-up. Ça a été super aussi pour mes vidéos de partir à l'étranger parce qu'enfermé chez moi, c'était difficile de créer. Et donc oui, mais il y a un moment où il fallait revenir. Et donc pourquoi t'es reparti en 2022? Et je suis repartie en me disant, il faut quand même que je voie le carnaval de Rio puisqu'il n'avait pas eu lieu l'année d'avant. Et en fait, en 2022, le carnaval a été déplacé de quelques semaines pour une histoire de Covid aussi. Et donc, je l'ai encore raté. Donc, je n'ai toujours pas fait le carnaval de Rio. Mais j'ai repassé 3 mois au Brésil et c'était trop cool d'arriver en parlant la langue, en connaissant des endroits, des gens. Et tu y as été avec une intention, je crois, qui était de voir, ou peut-être pas, ou peut-être que j'ai mal compris. Ah oui. Si. Je sais ce que tu vas dire. Tu veux finir ta question, pardon? Non, pas forcément. J'y allais en me disant, peut-être je vais déménager à Rio. Ouais, ça j'avais oublié. Mais oui, c'était un peu l'idée. Et tu parlais ou peut-être qu'après tu t'es dit je vais peut-être y rester que 1 an et finalement c'est resté 3 mois. Oui. Et t'es revenu. Qu'est-ce qui s'est passé Moi je trouve ça dur de s'expatrier de manière générale. J'admire assez les gens qui arrivent à se sentir chez eux, pas chez eux quoi. Je pense que c'est quasi impossible en réalité. J'ai l'impression que les expats ils restent quand même beaucoup entre eux quand ils sont expats depuis longtemps et tout, donc je crois que j'avais un peu peur aussi de devenir une connasse d'expat. Et pourquoi je suis pas restée attends, j'essaie de rassembler mes souvenirs. Si ça peut t'aider.
Dis-moi. T'as dit dans une vidéo. Cite-moi à moi-même. Tu as dit, je suis rentrée en France parce que je suis française. Ouais, voilà, mais c'était vraiment ça l'idée. Et que j'avais besoin de repères. J'avais besoin de mes repères, quoi. Notamment la bouffe, j'en ai parlé extensivement. Mais ça m'a assez fait souffrir à Rio, qui est connue pour être pas la ville où on mange le mieux au Brésil. Pourtant, ville énorme, parce que à Paris, t'as de tout partout et tout est bon. C'est pas du tout pareil. Pas du tout, mais pas du tout. T'as beaucoup moins d'options et tout n'est pas bon. Mais c'est ça, c'est surtout quand tu viens de Paris, t'as des exigences beaucoup trop élevées, ça va pas du tout. C'est clair. T'es là en train de choisir un resto à 4,8 ou 4,9. Ouais, pinaillé. Ouais, je comprends. Et comment ce voyage, on va dire, a influencé ton point de vue sur la vie? C'est dur comme question, mais et c'est quoi la leçon que tu tires de ces voyages-là au final? Je trouve que voyager, ça te fait prendre de la distance avec ce que tu connais, tu vois, tu te rends compte de comment ça fonctionne en France et des choses qui te paraissaient acquises ou normales ou basiques, tu te rends compte que ça peut être différent ailleurs. Ce qui m'a frappé surtout au Brésil, c'est que il y a une vraie culture nationale de la joie de vivre, tu vois, de la fête. Enfin, c'est pas une légende. C'est quand même chez nous le truc de gratitude. Tout va passer, c'est un truc un peu de hippie. Ouais. Bon, peut-être c'est propre à Rio et tous les Brésiliens sont pas des hippies, mais il y a quand même vraiment ce truc de... le catholicisme aussi est très présent, tu vois, donc je sais pas, les gens sont un peu plus peace, j'ai l'impression, en mode c'est le destin, tu vois. Par rapport au catholicisme. J'en sais rien en fait, j'évoque ça là, mais j'y ai jamais pensé avant. Ouais, une histoire de foi, de confiance en la vie, quoi, et de positivité en tout cas, qu'on n'a pas du tout en France, où on aime tellement se plaindre. Et alors, pendant le Covid, c'était encore pire, quoi. En national, hein. Et ça, t'arrives à le garder quand t'es pas en voyage? De ce genre de leçon de ok, mais en fait, c'est possible aussi de voir la vie autrement. Ouais, je pense que tu le ramènes avec toi, fatalement, un petit peu, ouais. Tu te fais pas totalement respirer par le mood ambiant. Mais c'est pas facile, quand même. Oui, non, mais oui. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, moi, c'est mon goal, quoi, de réussir à apprendre des leçons et de pas les oublier. Enfin, pas apprendre des leçons. Mais c'est pour ça qu'il faut partir régulièrement en voyage, pour ne pas oublier ça. Oui. Tu parles aussi de ton besoin de routine et d'habitude. Comment, justement, est-ce que tu trouves un équilibre entre ce désir d'aventure, de toujours partir, faire en voyage, ou d'ailleurs, pas forcément en voyage, mais aventure, quoi, et nécessité d'avoir des repères stables dans ta vie? C'est bien déjà d'avoir une base, tu vois, d'avoir une maison à toi, pas comme quand je faisais le Tour de France où en fait on s'arrêtait chez nos parents quand on voulait prendre des pauses, mais on n'avait pas d'endroit à nous. Ça aide quand même de savoir que toutes tes affaires sont là, dans cet endroit où tu peux retourner, je pense. Ça t'apporte une petite base stable, quoi. Et puis, j'aime bien voyager lentement et rester longtemps à des endroits pour avoir le temps de choisir mon café préféré et y aller tous les matins et je serais pas capable de sauter tous les 3 jours de ville en ville et vite il faut faire ci, vite il faut voir ça. Tu crois que c'est comme ça ou est-ce que c'est aussi avec l'âge? J'ai même âge que ça. Mais parce que moi j'ai l'impression que tu vois, il y a quelques années j'étais plus en mode voyage, je peux ne pas avoir justement de stabilité, je peux ne pas avoir de chez moi, et aujourd'hui je trouve que j'ai vraiment besoin d'avoir un point de repère. Je sais pas si tu trouves que ça... Ouais, je trouve que c'est important. Avec l'âge, moi, je crois que j'ai toujours été une personne assez lente. Quand j'arrive dans un endroit, il me faut déjà 3 jours pour m'en remettre et réaliser où je suis, tu vois. Donc, je peux pas faire une étape tous les 3 jours. S'il me faut 3 jours, après, il me faut une semaine pour profiter. Après, il me faut 3 jours pour dire au revoir. Donc, je suis obligée d'aller doucement, je crois. Minimum de 2 semaines, quoi. Et puis, je sais pas, c'est peut-être ces 2 longs stages qui m'ont fait apprécier ça à l'époque. De rester dans un endroit et de bien pouvoir découvrir une ville, ses mœurs et tout, son ambiance. Moi, je fais vraiment la différence entre vacances et voyage. Ou vacances, t'es vraiment en mode, on va visiter tous les trucs cool qui sont indiqués sur le guide du routard ou whatever. Et voyage où t'essaies d'être un peu dans la vie, quoi, du quotidien. Et dans le flow, et au final, tu vas visiter des trucs, mais parce que t'as croisé un tel et que c'était pas prévu, et tac. Et parfois, tu vois des trucs... moche mais t'es avec des gens trop bien. C'est vrai. T'as vu des trucs moches avec des gens bien? Je pense un peu partout. Là je reviens de Stockholm. Oui. Bon,
Et c'est vrai que c'est pas... Enfin... Et je me suis rendu compte aussi que Paris, on avait grave de la chance pour la bouffe, parce que c'est vrai que moi aussi, c'est hyper important. Et en fait, je mettais des heures à trouver un resto, parce que moi, j'aime bien manger le bon truc. Il faut que l'endroit soit cool, que ce soit bon, que ce soit pas hyper cher. Et en fait, à Paris, tu trouves de tout le temps. Enfin, oui. On n'est pas en train de faire la politique de Paris, mais là, c'est... disons que ça te met à un certain niveau voilà, d'exigence, ouais. Mais pourquoi je disais ça? Non, c'était pas ça le que truc. Stockholm, c'était pas la folie Et de du la coup, bouffe. Et c'est vrai que c'est pas la... On vous embrasse, Stockholm. On vous adore. Si vous pouviez nous rendre les roues du vélo que vous avez volé, ce serait sympa. Oui, à Stockholm. Alors je m'attendais à ce que ce soit des gens très polis. Non. Comme quoi. Je me suis encore perdue. Mais il y a une expression qui dit, peut-être que tu la connais, que l'homme est tiraillé entre l'arbre et le radeau. Oui, on en parle souvent avec Lucie, parce que ça a été une problématique tout au long de notre vie, finalement. Est-ce qu'il faut savoir pousser là où on nous a plantés? Ah oh, c'est beau. Ou faut-il, oui, justement, prendre le radeau, quoi. Et alors, il n'y a pas une suite à cette histoire, je crois. Il n'y a pas une petite morale qui dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Ça serait bien. Non, je croyais qu'il y avait une deuxième partie. Bah après, si on nous dit ce qu'il faut faire... peut-être c'est bien de prendre son radeau et de retourner à son arbre de temps en temps, quoi. Mais en fait, je crois que c'est ça, le truc. En fait, tu peux pas avoir que le radeau ou que l'arbre. Puisque le radeau est fait de l'arbre. Oui, voilà, tu vois, je pensais bien qu'il y avait une petite morale. Comme ça, ouais. Dans une vidéo, tu te poses la question de, en fait, où est-ce que je dois habiter? On me la pose encore aujourd'hui. Bah ouais. J'ai pas de réponse. Mais c'est vrai que c'est compliqué, je trouve. Et aujourd'hui, surtout, on a le choix. Mais oui, et pour tout d'ailleurs. On est les générations qui avons le plus le choix, puisque plein de normes se déconstruisent. C'est à toi de choisir ce que tu préfères, et t'es là, trop de choix. Vous voulez pas plutôt, on est hyper traditionnaliste et vous me dites tout comment je dois faire ma vie. Donc ouais, en étant... Comment? Je pourrais être digital nomade, quoi. C'était ça mon idée en allant à Rio, de profiter de cette liberté-là. Et finalement, c'est dur de choisir. Parce que ce qui m'a fait aussi revenir en France, je pense, au moment où je voulais m'installer à Rio, c'est les amis et l'entourage, tu vois. Et ça, je trouve que c'est toujours le dilemme quand tu veux bouger, en fait. J'ai eu aussi, après ma lubie de Rio, je me suis dit non, mais je vais habiter à Marseille, en fait, qui est le Rio de France, comme chacun sait. La petite Rio, il y en a qui l'appellent. Mais le même problème se pose, quoi. J'avais peur d'être sans amis et mon cercle étant ici à Paris, je suis revenue à Paris. Je me suis dit non, en fait, t'as juste besoin d'un appartement plus grand. Tant pis, il n'y a pas toujours pas le soleil, mais... Après, le quartier est sympa. Oui. Bon, aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau. C'est l'avantage d'être au 7e. Sixième, n'exagère pas. Excuse-moi. Et donc, dans une vidéo, décidément, qui s'appelle « J'ai changé de vie », je crois. Oui. Donc forcément, elle m'a interloqué. Tu parles du prix à payer pour sortir de la norme. Ça veut dire quoi pour toi, sortir de la norme? Et comment on fait? Alors, comment on fait? Je vais vous donner la recette magique. Non, mais pour te sentir à ta place quand... c'est vrai qu'on a quand même l'impression... je dis on, mais parce que oui, les auditrices du podcast et moi-même, de se sentir toujours un peu en décalage. Même si c'est un choix. Avec le reste du monde, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis contente d'être en décalage parce que j'aimerais tellement pas aller tous les matins au bureau. C'était juste ça pour moi, sortir de la norme. C'était pitié, ne pas retourner au bureau, quoi. C'est même pas avoir un patron ou quoi, parce que j'étais en plus dans des boîtes sympas où j'étais contente de participer au projet avec des gens sympas, tu vois. Mais avoir la liberté de gérer ton temps, c'est quand même incroyable. C'était plus ça mon idée, quoi. D'avoir un métier qui me permette... être ma propre boss, pas pour pas qu'on me donne des ordres, mais pour que je puisse décider quand je travaille, quoi. Ça a pas de prix. Alors, ouais, t'es en décalé, mais comme je fais du stand-up, j'ai des amis stand-uppers qui eux aussi sont libres dans l'après-midi, tu vois. J'ai pas mal d'amis qui sont même indépendants et je pense que quasiment tout le monde autour de moi est indépendant, en fait, au final. Après, non, j'ai des vieux amis qui sont salariés, mais je me sens pas en décalage, enfin ça me dérange pas en tout cas. Ouais. Je me sens pas jugée. C'est quand même un truc qui devient de plus en plus commun aussi, j'ai l'impression. Donc, et comment on fait? On s'accroche à ses rêves et moi ça m'a pris du temps, tu vois.
je sais plus, je dis dans cette vidéo que ça m'a pris en gros 7 ans du chômage et de ce Tour de France jusqu'à aujourd'hui, tu vois, de pouvoir vivre de la chaîne. Et en vrai, comment on fait, je sais pas, parce que moi j'ai eu l'opportunité de travailler chez mademoiselle.com que je pouvais pas anticiper et qui m'a donné un grand tremplin pour me lancer toute seule, quoi. Et comment ça s'est fait justement cette opportunité? Est-ce que tu crois que c'est justement parce que tu avais mis des petites choses en place qui se sont enchaînées et en fait tu as réussi à... Mais c'est un conseil un peu chiant parce que je vais vous dire, genre, ayez une intention claire et ensuite prenez vos décisions en fonction de cette intention, même si les résultats seront pas dans 2 semaines, quoi. Mais moi, j'avais cette idée dans la tête d'un jour devenir indépendante. À un moment où j'ai lâché le mec du Tour de France et le boulot que j'avais à l'époque et tout, je savais pas ce que j'allais faire derrière. Et cette opportunité de Mademoiselle est sortie de nulle part avec 2 copines qui m'ont envoyé l'annonce. Et j'étais là-bas, ça a l'air cool, rédactrice sexo. Mais d'un autre côté, j'avais pas envie de retourner au bureau, tu vois. Mais d'un autre côté, j'avais conscience que ça allait être une grosse vitrine et que j'allais pouvoir faire des vidéos et me rapprocher peut-être de mon rêve qui était de jouer la comédie aussi. Et du coup, j'ai fait le calcul et j'ai dit, bon, ben... Puis j'étais payée au SMIC chez Mademoiselle, tu vois. J'avais pas très envie. À l'époque, j'avais quand même... À Paris, c'est... 27 ans. Et chez Mademoiselle, on n'embauchait pas forcément des journalistes, mais moi, j'avais de l'expérience et un diplôme à valoriser, tu vois. Donc, j'étais là, est-ce que j'ai vraiment envie de retourner au bureau pour un SMIC à Paris? Et en fait, oui, j'ai dit, vas-y. Je pense que c'est ça aussi qui a déterminé, c'est de dire, vas-y, je fais le sacrifice, mais je sais pourquoi je le fais. Et on croise les doigts pour que ça mène où on veut aller in fine, quoi. Ce qui s'est passé. T'es resté combien de temps? Je suis restée 2 ans. T'as toujours su que tu voulais faire du stand-up? Pas du tout. J'ai jamais voulu faire du stand-up d'ailleurs. Je voulais jouer la comédie, j'avais fait du théâtre longtemps petite. Et chez Mademoiselle, il y avait un plateau de stand-up et j'ai eu l'occasion de tester parce que Marine Baousson, qui l'animait à l'époque, m'a dit « Ah Camille, essaie de faire des blagues et tout ». J'ai dit « Vas-y ». Mais j'avais pas anticipé, tu vois, j'adorais y aller dans le public, je ratais aucun one-man show. Mais ensuite, j'ai essayé et je me suis dit, bah cool, le stand-up, c'est comme être comédien sans passer de casting. On a juste 3 minutes de blague et on peut jouer tous les soirs et tous les soirs sur scène. Bah trop bien, je vais faire ça. Puis j'ai trop aimé aussi l'ambiance des plateaux, des comedy clubs, des open mic. Donc je me suis lancée. Et nous voici presque 5 ans plus tard. Mais je m'étais jamais dit que je voulais faire du stand-up. Non, en fait, c'est cette opportunité. En fait, c'est ce voyage qui t'a fait. Je sais pas si ça t'a fait avoir l'opportunité, mais moi j'ai envie de croire que oui. Le voyage de quoi? Ce premier voyage en van. Ouais. Parce que du coup, t'as quitté un boulot. T'étais quoi? J'étais journaliste. T'étais déjà, ok. Qui t'a permis d'avoir cette opportunité, qui t'a permis après de découvrir le stand-up, qui t'a permis de créer des vidéos. Ouais. Enfin... Et tu vois, j'arrivais chez Mademoiselle à un moment où ils voulaient créer des chaînes perso pour les filles. Avant, il y avait une chaîne Mademoiselle où toutes les filles faisaient leurs vidéos. Et là, j'arrive aussi au moment où ils disent, bah, est-ce que tu veux une chaîne perso, tu vois? Tout s'est bien aligné. Est-ce que c'est parce que j'ai pris des risques? On a envie de vendre cette formule, mais en réalité, je sais pas, c'est juste du hasard, peut-être, j'en sais rien. Mais ça se goupille bien. En entrepreneuriat, donc toi, tu parles de... Comment tu dis? Le mot qui est utilisé en entrepreneuriat, c'est la vision. Et je pense que c'est sûr que c'est vrai. Qu'une vision, c'est juste, genre aujourd'hui, j'aimerais que... Tu peux pas forcément dire dans 7 ans ou quoi, mais j'aimerais un jour qu'il se passe ça. Et en fait, tu vas mettre en place des petits trucs. Et c'est très important ce que tu as dit, c'est de prendre le temps. Et voilà, tu as mis 7 ans. Enfin, en soi, toutes tes expériences t'ont servi aussi à être qui tu es aujourd'hui. Tout à fait. Et tout était agréable à chaque étape aussi, tu vois. Je pense pas qu'on arrive dans un endroit agréable par un chemin désagréable. Et ça m'a servi aussi pour me guider dans ma vie, tu vois, de me dire, en fait, si je crois pas trop au truc de bon bah là j'en chie un maximum, c'est horrible, mais un jour ça va me récompenser. Je crois pas trop. Je crois qu'il faut quand même prendre du plaisir tout du long, quoi. Enfin, puisque en plus t'es pas garanti d'arriver quelque part, au moins t'auras pris du plaisir sur le chemin, tu vois. Ne serait-ce que pour ça. Du coup, quelqu'un qui est en train d'en chier dans son boulot là, mais qui dit ouais, vas-y, je fais ça 2 ans parce que je mets de l'argent de côté. Ah non, mais ça peut être une stratégie, si. Mais tu sais pourquoi tu le fais aussi, quoi. Okay. Mais il y a souffrir dans son boulot et il y a faire un burn-out. Tu vois. Enfin, oui, tu peux faire un truc que t'aimes pas trop. Si ton objectif c'est l'argent, bah c'est cohérent avec ton projet, quoi. Oui.
Tout à fait. Je ne vous juge pas. Les gens qui restent dans des Non, boulots on qu'ils aime n'aiment l'argent. pas. Et On aime. on fait comme on peut. Hein. Selon toi, comme en voyage, toi, t'as aidé déjà à prendre conscience de quitter. Et comment est-ce que tu penses que le voyage, justement, ça aide à savoir qui on est? Je sais pas si ça m'a aidé à savoir qui je suis. Je pense que ça m'a plus aidé à savoir ce dont je suis capable, tu vois. Je pense que ça te donne de la confiance en toi quand même de te retrouver dans des situations différentes de ton quotidien et donc challengeantes, quoi, ou des problèmes comme il ne peut t'en arriver qu'en voyage. Et il en arrive tout le temps. Et de te voir les résoudre et être capable, ça te donne confiance en toi, je trouve, quand même. Et puis, bah si, quand même, tu te découvres en rencontrant des gens, en étant dans des situations qui sont différentes de ton quotidien, quoi, qui te mettent un peu en danger. Oui, fatalement, Mais c'est plus une histoire pour moi d'avoir pris confiance en soi, quoi. Parce que tu vois, quand je suis partie toute seule au Maroc, là, en vacances, je me suis vue faire. Enfin, j'ai vu que c'était bien différent de la première fois où j'ai atterri à Phnom Penh et où en fait j'ai été paralysée par l'anxiété. J'étais dans ma chambre d'hôtel, j'osais pas sortir. Puis j'étais juste 10 ans plus jeune, quoi. Et là, de faire la comparaison au Maroc, tu t'aperçois aussi que t'as grandi, que tu te comportes pas de la même façon, que t'es plus sûr de toi, que t'es plus relax, quoi. Tu parlais d'expériences désagréables qui t'est arrivé en voyage. T'as un exemple, un truc. Je sais pas, même pas forcément désagréable, mais juste tout est un peu compliqué en voyage, tu vois. Quand t'arrives dans un nouveau pays, tu sais pas, tu sais rien, quoi. T'as aucun point de repère. T'es dans Rio, bon, où est-ce que tel truc ça s'achète? T'en as aucune idée, tu vois. Eux, ils mettent les Mars et les sneakers à la pharmacie. Personne ne peut deviner ça, tu vois. Parce que t'es en recherche de Mars. Non, mais un exemple, tu vois, de truc qui est a priori, bon, t'aurais pas deviné tout seul, quoi. Et je sais pas, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y a forcément une péripétie. Une péripétie. J'ai un vlog qui s'appelle Seul, sale et dénutri. Où j'étais tout en haut sur une colline et j'avais pas à manger. Et puis finalement, je me dis, allez, j'ai trop faim. J'achète un truc, un snack qui a l'air vraiment pas aux normes d'hygiène, mais j'ai trop faim, j'en peux plus. Enfin, l'histoire est longue, mais je suis vraiment au bout de ma vie. Et j'ai mangé de la viande alors que je suis végétarienne. J'étais les couilles, trop faim, j'ai mangé debout. Et j'étais malade toute la nuit. Ah oui. Ouais. Je sais que je ferai mieux la prochaine fois, par exemple. Tu vois, je m'organiserai mieux, je ferai mieux les courses. Mais c'est quoi? C'est parce que t'étais coincée à un endroit, ça, ou c'est parce que je devais finir un montage, absolument. J'étais en gueule de bois. Donc toute la journée, j'avais été sur mon ordinateur. Une fois ma vidéo enfin postée, je descends pour faire des courses, mais finalement, je me rends compte que j'ai oublié mon porte-monnaie, donc je remonte tout en haut. Et puis finalement, je me dis non, mais je vais acheter ce truc-là. Enfin, des vieilles histoires de filles qui galèrent en voyage. Ouais, comment on appelle ça, la tourista finalement. La classique, petite tourista de rigueur. Voilà. Si tu n'as pas, c'est pas un vrai voyage. Continue de voyager. Ok. Retour en arrière. Flashback. Parce qu'il y a un proverbe que tu as dit et que j'ai. Je sais pas si c'est un proverbe. Aussi, c'est un proverbe que j'ai bien aimé, mais on a déjà parlé, mais c'est en rapport toujours avec cette vision. Donc, tu dis pour qui ne sait pas où il va, tous les vents sont contraires. Oui, alors c'est pas de moi. Hein. Je crois que c'est Stéphane Mallarmé. Je regarde ton portable parce que je me dis qu'il faudrait vérifier. Ouais, j'étais là. Ok. Attends, c'est un copain à moi qui dit souvent ça. Ah, c'est. Ok. Mais il cite quelqu'un. Hein. Ah, qui lui-même cite quelque chose. Ok. Il y a un auteur, un vrai auteur derrière ça. C'est bien qu'on ait l'info, non? C'est ça. C'est de Sénèque qui dit « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Ouais, c'est l'histoire de la vision aussi, je pense, tu vois. Ouais. De se donner une direction et... Le vent, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Donc, tu peux pas savoir par quel moyen exactement, quand, par qui tu vas atteindre ton but, mais c'est important d'avoir une direction, quoi. Et pour moi, c'est aussi un peu le vent, ça peut être les autres. Attention. Parce que si tu fais pas tes propres choix ou si tu n'oses pas à un moment donné... quelqu'un les fera pour toi, ouais. Voilà. Les autres vont imposer leur vision pour que ça marche dans ce que eux ils veulent. Et ça t'est arrivé? Je pense que ça nous est arrivé à beaucoup de personnes qui suivent un chemin un peu classique et qui à un moment donné peut-être se posent la question de est-ce que vraiment j'ai envie de ça?
Moi, j'ai fait plein d'études différentes parce que je savais pas ce que je voulais faire, machin. Et après, j'ai fait une école de commerce. J'étais hyper fière parce que je viens pas d'une famille où on fait des écoles de commerce et c'était trop cool. Et en fait, je me suis rendu compte que je suivais un chemin idéal, mais qui était pas non plus le mien. Et après, j'ai essayé. Et ça, c'est intéressant. Je sais pas si c'est intéressant, mais avec le recul. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast. Et j'ai essayé de me trouver un autre chemin au travers du voyage. Donc, c'est aussi en lien avec l'identité. Et j'ai voulu me trouver une autre identité qui est la voyageuse. Tu vois. Et après, j'ai créé une entreprise. Donc, j'étais l'entrepreneuse. Et en fait, à chaque fois, t'es un peu. Mais en fait, je suis juste une personne qui fait des trucs. Et c'est ça qui est dur, c'est de pas rentrer dans le moule de ok, si je veux être la voyageuse, ça veut dire qu'il faut que je sois tout le temps en vadrouille, il faut que j'ai pas d'appart. Si je veux être l'entrepreneuse, faut que je génère du chiffre d'affaires à balle et que je pense qu'à ça. Enfin voilà, c'est un peu réussir à sortir aussi de ça. Mais on parlait des vents, parce que je pense que chacun essaye de t'imposer leur vision de ce que c'est. Et oui, le succès, le bonheur. Tout à fait. Toi, t'as vécu ça un peu? Ce genre de questionnement de... Qui suis-je? Quitter et ouais. Faut que je ressemble à ça si je veux être ça. Je pense que être une stand-upeuse, par exemple, c'est une identité qui m'a vachement rassurée pendant mes premières années d'indépendance, justement. Parce que quand je me suis retrouvée indépendante, à avoir beaucoup de temps libre quand même, je culpabilisais beaucoup. Vraiment, j'arrivais pas à profiter parce que j'étais là. C'est pas juste en fait que ce soit lundi et que tout le monde soit au bureau et que moi j'ai tout ce temps. Et je sais même pas quoi en faire, tu vois, parce que j'ai pas un projet sur le feu ou un truc qui me tient vraiment à cœur. Et donc c'était bien d'avoir le stand-up pour me dire au moins à la fin de la journée, je vais jouer et j'ai ça, quoi. Et puis je pense qu'il y avait un peu un truc d'ego aussi pour pas être rien. J'étais stand-upeuse. À un moment où j'avais peut-être un peu envie d'arrêter le stand-up, j'étais là, ouais, mais j'ai pas envie de perdre le statut que ça me donne, tu vois. Très intéressant. Tu te raccroches, ouais, c'est ça, une identité, sinon. Parce qu'en fait, on s'autorise. Parce que je vais dire quoi aux gens si je fais pas de stand-up? Les gens, ils vont dire, je suis une influenceuse. Non. S'il vous plaît, non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Encore une fois, dans une autre vidéo, tu en parles. Qu'est-ce que je parle en vidéo? Je me fatigue. Bon, après, je les ai toutes regardées il y a 2 heures, donc. Tu dis effectivement, mais ça, c'est tellement vrai qu'on s'autorise pas, en fait, à juste rien faire. Ouais. Ah ça, c'est le capitalisme, c'est nos petits soucis internes. Oui, on a de la valeur par ce qu'on fait, quoi. Ouais. Et à quoi... Mais évidemment que l'humain cherche à servir à quelque chose, tu vois, c'est normal de vouloir faire des choses qui ont du sens. Mais oui, rien faire, du coup, c'est vraiment le péché ultime. En plus, on fait jamais rien quand on fait rien. Enfin, tu vois... Ce serait quoi rien faire? C'est t'allonger et attendre, quoi. Ouais, c'est pas mais possible. Ouais, ou juste faire des choses qui n'ont pas de valeur marchande, ou justement qui ne vont pas t'apporter un statut particulier, qui ne vont pas nourrir ton ego, en fait, quoi. Ouais. Quelque part, j'imagine. Non, mais tu disais ça parce que tu parlais d'un hamac. Tu te filais dans un hamac. Ah oui. Et c'est vrai qu'en fait, tu parlais de culpabilité, là, d'être tranquille, mais en fait, parce qu'on a tellement, justement, c'est encore une fois ce truc de... Enfin, je suis pas philosophe, mais... Moi non plus. Puis alors, toutes les grandes phrases que je dis dans mes vlogs, en général, je les oublie. La seconde d'après, je les applique pas du tout à ma propre vie. Je suis là, ah oui, c'est vrai que j'avais pensé ce truc sage, là. Ouais. Et ça prend du temps à les intégrer, parfois. C'est ça. Régulièrement, j'oublie, ouais. Ouais, t'as des éclairs de génie, après, t'oublies que la vie est assez simple, en fait. J'oublie régulièrement que la vie est assez simple. Au moment de mes règles, essentiellement, je pense. Putain, 3 jours avant, là. Putain, mais qui suis-je? Où vais-je? Après, ça passe et je suis là, mais tout va bien, en fait. Un jour après l'autre, pas besoin de résoudre le monde entier. Ouais. Tout va bien. Donc, t'as pas de crise identitaire? Mais si, tout le temps, tous les 15 jours, c'est terrible. C'est terrible. Tu te définis comment, du coup, aujourd'hui? Plus parce que je fais, quand même. Je suis pas sortie de ça, tu vois. J'aimerais te dire, je suis une citoyenne du monde. Je suis avant tout une femme. Je sais pas. Libre. Je suis Camille Laurent, tout simplement. Mais je me définis pas mal par ce que je fais quand même. Et du coup, quand je fais pas grand-chose, je suis là, qui suis-je? Mais ça arrive pas du coup que je fasse pas grand-chose. Je me tiens occupée par culpabilité parfois.
Ouais, désolée, je peux pas vous aider. Non, mais il y a pas de. Je t'ai pas invité pour que tu donnes des leçons de vie, mais c'est ça qui est intéressant. Tu parles aussi de fuite, et ça. Est-ce que le voyage est une fuite? Ça dépend où on est au moment où on a envie de voyager, ça dépend des gens, etc. Mais ça peut l'être en tout cas, parce qu'on a peut-être un peu l'illusion que l'herbe est plus verte ailleurs, et que... Mais c'est la même illusion de quand j'aurai staff, ça ira mieux, quand j'aurai ce boyfriend, ça ira mieux, et quand je serai en voyage sur une île paradisiaque, j'aurai plus de problèmes. En fait, tu t'aperçois assez vite que la majeure partie de tes problèmes, c'est surtout ce que tu te racontes dans ta tête, quoi. C'est quand même plus souvent ce qu'on se dit sur les situations que les situations elles-mêmes. Et donc, grand risque d'emmener tes problèmes avec soi en voyage. Et que ça te pète Et au que ça milieu de t'aide. l'océan. Ouais, voilà. Et que ça t'aide pas forcément à les résoudre en plus, parce que le voyage, c'est quand même beaucoup de nouvelles difficultés que t'as pas quand t'es bien pépère à la maison avec tes repères. Ouais, donc peut y avoir, je pense, cette petite illusion que... Moi, là, ça m'est un peu passé cette année, mais les 2 dernières années, j'avais ce fantasme récurrent d'aller m'isoler tant de temps et que ça allait tout régler, tu vois. Mais c'était en fait un manque d'envie de dealer avec la réalité, je pense. Et c'est pas aussi, enfin en tout cas pour moi, c'est aussi vouloir appuyer sur pause parfois. Ouais. Et juste ouais. qu'on arrête de... Enfin, il y a juste des fois où j'aimerais juste qu'on me parle pas, qu'on me demande rien. Je dois rien faire. Et c'est ok. Ça serait cool. C'est pour ça que beaucoup de gens se couchent tard, tu sais, il paraît. Parce que c'est le seul moment où justement on n'attend plus rien d'eux. Eux-mêmes n'attendent plus rien d'eux, en fait. Puisque c'est vrai. ok de rien faire, c'est la nuit. Et du coup, tu t'aimerais te coucher tôt, mais c'est le seul moment où tu profites vraiment C'est vrai. de juste vivre, tu vois. Donc c'est pour ça que je crois qu'on n'arrive pas à se coucher tôt. Moi, j'aimerais bien revenir au confinement, au premier confinement, parce que même là où on a eu l'occasion en or de rien faire et de pas avoir de pression, on s'est tous mis à faire des podcasts et des projets et des formations en ligne et devenir champion de yoga et trucs. Et je suis là, mais bring me back. Et je vais vraiment, cette fois, je sais, je kifferai vraiment je rien, en fait. sans culpabilité, ouais. Parce que moi, j'étais là, faut écrire du stand-up. Tous les jours, pendant les premières semaines de confinement, j'étais là, allez, j'écris. Impossible de se lâcher la grappe, quoi. Mais c'est une pression qu'on se met à nous-mêmes, tu vois, en réalité. Qui vient nous dire, allez, chop. Bah, c'est sûr. J'avais repris un job salarié et j'avais gardé mon activité entrepreneuriale. Et là, j'ai arrêté parce que je me suis dit, non, c'est bon, le salariat, je vais redonner une chance au salariat, c'est non. Et j'ai arrêté pour avoir plus de temps, un peu comme toi, pour pouvoir faire ce que je veux de mes journées. Et en fait, je me rends compte que je me fais quand même des journées de travail de 9h à 18h. Et en fait alors, je bosse pas tout le temps, je bosse pas non-stop, mais que dans ma tête, effectivement, je suis libre à partir d'un certain horaire convenu par la société. Et avant, je suis en culpabilisation, quoi. Genre, si je suis pas en train de bosser à 14h30 et que je me dis, cet après-midi, chill. Bah, chill, mais culpabilisation. Ah ouais, donc tu vas pas bien chiller dans ces cas-là. Mais après, c'est utile d'avoir un cadre, hein. Tout n'est pas jeté dans le salariat, tu vois, les horaires, les pauses, le fait qu'il y ait un rythme, c'est hyper important et c'est ça qui peut être un peu déstabilisant aussi quand t'es indépendant et que t'es qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? Donc c'est quand même important d'avoir un cadre, et la culpabilité, je sais pas, faut en parler avec le psy, je crois. Hein. Ouais. Je sais pas, j'ai pas trop d'autres. Moi, je vous recommande la thérapie. Oui. J'y ai longtemps résisté. Oui, c'est ça. Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais mais ça vaut le coup, je pense. Allez-y. Si vous trouvez des gens bien pour vous thérapeuter, quoi. Il faut que la solution vienne de soi-même. Non plus. Oui. Waouh. Écoute, c'est pas mal. J'ai 2 petites questions de fin. Vas-y. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Ça fait 51 minutes. Dis donc. Ce serait quoi, alors, ton conseil pour une meuf un peu perdue dans sa vie, qui kiffe le voyage et qui se sent en décalage justement avec la société et qui n'a pas forcément de vision d'ailleurs?
Bah, je pense que le conseil, ce serait quel est le prochain step logique, tu vois. Pas un plan sur 10 ans, si tu sais pas du tout où tu vas. Quel est le truc le plus... Et puis, surtout quand tu es insatisfait avec ta situation, tu vas avoir tendance à te focus sur tout ce qui te manque. Genre, j'aimerais bien faire du podcast, mais j'ai pas le gros zoom pour enregistrer. J'aimerais bien faire ça, mais je suis pas assez si. En fait, là où t'es, c'est ton point de départ, tu vois. Ça, on peut pas... C'est une donnée, quoi. Et donc, faut travailler avec ce que t'as sous la main. Et t'en as toujours sous la main aussi. Mais si t'es en train de regarder tout ce qui te manque, tu peux pas réaliser tout ce que tu peux faire vraiment maintenant. Et je pense, si on est un peu perdu, c'est bien de, en fait, pas forcément regarder vers le futur et faire des grands plans sur la comète, parce que de toute façon, il y a trop de choses que tu peux pas maîtriser. Mais plutôt te dire quel est la prochaine étape logique, réalisable et qui m'apporterait un peu de joie, quoi. Et parce que justement, pour moi, c'est le moyen de prendre la direction, de se mettre au moins sur des bons rails, même si t'es pas encore arrivé et que tu sais pas forcément où elles vont ces rails, mais de te mettre sur un chemin agréable. Et moi, je pense que quand t'es sur un chemin agréable, ça peut t'apporter que de l'agréable derrière, quoi. Le positif Après, est le positif. Je suis très positivité toxique, Ah là moi. là. C'est beau. J'aime bien. Et dernière question. Le podcast s'appelle De Vraie Vie. Ça t'évoque quoi? Ça veut dire quoi pour toi, la vraie vie? La vraie vie, c'est pas la vie d'Instagram. C'est que des fois, les choses, elles prennent du temps. Que personne n'a compris. Personne n'aura jamais tout compris. Personne n'a les vraies solutions. Et que la vraie vie, c'est votre vie aussi particulière. Et ce que vous êtes de particulier. Donc on peut pas la résumer, elle vous appartient. Waouh. Oh, je suis allée trop loin, j'ai bu trop de café. Il y a une petite cape de coach qui a été mise. Merci beaucoup, Camille. Avec plaisir. C'est très intéressant. Merci Anastasia. Où est-ce qu'on te retrouve? Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube où je fais une vidéo normalement chaque dimanche. Ça s'appelle Camille Laurent dans les deux cas. Et puis j'ai un podcast avec des copines aussi, avec Louise Petrouchka, Kalindi Rampfel et Alix Martineau. On est 4 et ça s'appelle 4 quarts d'heure. Et c'est sur toutes les plateformes de podcast. On raconte les up et les downs de nos vies avec souvent beaucoup trop de sincérité. Voilà. C'est le pitch est parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté ma conversation avec Camille. Si tu as aimé cet épisode et le podcast de manière générale et que tu veux le soutenir, le meilleur moyen c'est de m'envoyer de l'amour. Et ça c'est au choix ou tout en même temps, c'est toi qui vois. T'abonner au podcast, me suivre sur Instagram @devraivie, m'écrire un message, laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et si vraiment t'es quelqu'un de super, et ça vraiment j'en suis sûre en fait, tu peux partager ce podcast à ta copine qui rêve de tout plaquer pour voyager. Et en plus tu ferais d'une pierre deux coups pour ta copine et pour moi, donc parfait. Encore merci pour ton écoute et je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. À très vite.